Si tu fréquentes une personne qui est perverse narcissique, tu as forcément connu ça. C'est un changement de comportement soudain. Quelque chose de brusque, quelque chose d'assez intense. Typiquement, tu as dû être surpris plus d'une fois à ce que un week-end se passe très bien et tout à coup, sorti de nulle part, une crise gigantesque. Un drame pour un rien. Il te hurle dessus, il te rejette, et puis, quelques temps après, il t'aime, il revient, et t'arrives pas à comprendre ce qui vient de se passer. Dans le contexte dans lequel tu étais, il n'y aurait pas dû y avoir ce genre de crise, pourtant ça a eu lieu. On va, dans cette vidéo aujourd'hui, voir en détail pourquoi est-ce que ça arrive, quel est le processus psychologique chez cette personne, et aussi qu'est-ce que ça va déclencher chez toi, qu'est-ce que ça peut déclencher comme réaction traumatique par la suite. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse, narcissique ou pas ?» Et un lien pour me contacter, c'est juste sous cette vidéo. Dans cette vidéo, on va commencer par voir la construction mentale de cette personne, puis on va voir les différentes étapes qui mènent à ces crises, et je trouve ça extrêmement intéressant à tous ceux qui ont vécu ce genre d'événement, qui est, à mon sens, extrêmement traumatisant, de comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. Parce que ça va venir dédouaner le rôle qu'on a pu jouer là-dedans. Un pervers narcissique doit passer par ces étapes et ce n'est pas forcément à cause de toi, contrairement à ce qu'il a bien pu te faire croire. On va commencer par un peu de psychologie. C'est une vidéo qui est largement inspirée d'une vidéo qui est très longue de Sam Vaknin qui va interpréter plein d'étapes psychologiques. La vidéo est simplifiée et dedans j'ai ajouté beaucoup d'exemples de choses qu'on m'a rapportées, de choses que j'ai vues également. Une personne qui est normale, une personne qui est saine a une construction mentale stable. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux trouver ton bonheur seul, tu as des choses à l'intérieur de toi, dans ton cœur, tu as des valeurs, et c'est ce qui fait que tu ne vis pas que pour le regard des autres. C'est un peu comme une pyramide que tu as créée au fil des années, c'est ce qui fait que si jamais demain tu t'embrouilles avec quelqu'un, ce ne sera pas si grave que ça. Tu vas t'expliquer, éventuellement vous resterez amis ou pas, mais ça va pas prendre une espèce de proportion démesurée. Sauf qu'un pervers narcissique, c'est un peu comme une coquille vide, un œuf vide, ou une balle de basket. Dedans, il n'y a absolument rien. Il n'existe que par le reflet de l'autre. C'est-à-dire que dans sa tête, la limite entre lui et les autres est très fine. Pour lui, on est tous un seul et même élément, à peu près. Toi, dans ta tête, tu vois que tu es un humain, tu vois la limite de l'autre. Chez lui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il est une coquille vide, sa construction va venir uniquement de l'extérieur, de ce que son environnement va lui renvoyer. Pour un narcissique, tout est dans l'image en permanence. Il n'y a rien qui vient de sa construction interne. Il n'y a aucune construction de l'ego chez lui. Il est juste réactif à un monde extérieur. Dans ses yeux, et c'est quelque chose qui est très important à comprendre, à ses yeux, tu n'existes pas. Tu es juste l'un des éléments de l'extérieur. Un peu comme s'il y avait un décor, tu es juste l'une des pièces, l'un des objets du décor extérieur. Et ce monde extérieur, toutes ces choses qu'il voit en face de lui, vont le faire réagir. Quand tu es construit uniquement sur ce que tu vois, bien évidemment que l'extérieur aura un rôle gigantesque chez lui. C'est donc un être qui est très réactif à son monde extérieur et c'est ce qui peut l'emmener parfois à des changements brutaux, comme par exemple des crises. Dans la suite de la vidéo, je vais utiliser le mot changement. On peut aussi penser à un interrupteur qu'on cliquerait, on appuie dessus, ça allume quelque chose, ça va déclencher chez lui quelque chose dans sa vie. On peut aussi mettre le mot switch, qui est le mot anglais pour interrupteur et changement. À tous les francophones, on va utiliser quelques anglicismes peut-être ici. Alors, commençons par le début. C'est quoi un déclencheur? Et surtout, c'est quoi une menace pour lui? Parce que si une personne surréagit à son environnement extérieur, si une personne explose de rage alors que tout va bien, c'est qu'a priori, ce qui se passe en face de lui est une menace. Bizarrement, pour lui, l'amour, donc des choses positives, peuvent être des menaces. Parce que pour lui, dans sa vie, chaque situation où il y a eu des sentiments a fini dans un drame gigantesque. Pour lui, l'amour fait mal. Et c'est là que c'est compliqué à comprendre. C'est que dans sa manière de penser, un déclencheur positif peut mener à un résultat négatif. Il va donc switcher, il va donc se transformer complètement en quelques secondes, même si c'est par exemple face à juste un mot doux. Il peut donc avoir un comportement identique, c'est-à-dire une crise de nerfs identique, parce qu'en face de lui, il y aura un déclencheur négatif ou un déclencheur positif. Que ce soit
face à une critique ou face à de l'amour, il peut exploser dans tous les cas. Même typiquement, une demande en mariage ou quelque chose de gentil, ou un week-end en amoureux, peut déclencher ce changement de comportement chez lui. Il doit retrouver le contrôle sur son environnement. Ces déclencheurs, qui sont donc des menaces chez lui, peuvent être des phrases qui sont réelles. Comme par exemple, tu dis une phrase qui le critique, qui le met en doute, qu'elle soit gentille ou méchante. Ça peut être aussi une situation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est réellement observable, que tu as réellement fait. Ça peut être aussi quelque chose d'imaginaire. Par exemple, tu rentres à la maison le soir, tu vas pour ouvrir ta porte et il se met en crise parce qu'il a créé dans sa tête, il a imaginé à l'avance une crise, il va te tomber dessus juste après. Ça peut être aussi anticipé, ça fait des jours ou des semaines qu'il a créé ça juste avant. Ça peut être aussi un rappel du passé et ça doit te parler. Il y a une situation qui s'est passée précédemment qu'il n'a pas aimé, tu pensais que c'était résolu une fois, tu pensais que c'était résolu 2 fois, 3 fois, ça fait 100 fois que vous en parlez, il peut t'en reparler demain, de la même manière, avec exactement la même rage. C'est circulaire et ça revient sans cesse. Et si tu pensais que c'était suffisant d'avoir des déclencheurs qui soient réels, imaginaires, anticipés ou des rappels, il peut y en avoir plein d'autres, comme par exemple simplement un stress de vie, ou une fatigue, ou une anxiété. Par exemple, tu pars en soirée avec tes copains ou tes copines, ça le met dans un stress dingue, il te fait une crise. Parfois même, tu vas juste le matin à 8h à ton travail ou à 9h, que ça va déclencher ce stress et cette crise en même temps. Tu allais juste travailler. Vous partez en vacances, en amour ou en famille, ça peut déclencher ce genre d'événement. Un événement important, même une nouvelle personne dans votre entourage. Un peu trop de monde dans un bar. Même parfois, une odeur, l'odeur de quelque chose peut lui déclencher ce genre d'événement et de comportement extrêmement dérangeant, cette espèce de crise violente. Alors cette transformation, ce switch, c'est quoi? Chez lui, pour bien le comprendre, c'est pas pour l'excuser, juste pour le comprendre. Chez lui, c'est un mécanisme de défense. Il fait ça pour se défendre de l'environnement qu'il a besoin de contrôler en permanence. C'est une réponse face à une menace qui est réelle, imaginaire ou anticipée ou même heureuse. Et si on a du mal à concevoir quel sera l'élément déclencheur de chaque crise, ce serait compliqué d'être dans sa tête, surtout quand c'est des stress qui sont imaginaires. Par contre, au niveau de la crise, tu peux le voir de manière très simple. C'est-à-dire que n'importe qui observerait ça, dirait « cette personne est en train de faire une crise émotionnelle ». Cette personne n'arrive plus à contrôler son état. Ça se voit de manière simple, par son langage du corps, par ses paroles qui seront plus fortes, par des cris, par des micro-expressions, même par de la paranoïa, on en reparle dans un instant. Et on parle de dérégulation émotionnelle qui peut durer de quelques minutes jusqu'à quelques heures, jusqu'à même parfois jusqu'à quelques mois. Il passe de l'état 1, calme, à l'état 2, qui est extrêmement nerveux, excité, méchant. Cet état 2 peut durer extrêmement longtemps. Alors, comment est-ce qu'on passe, ou comment est-ce qu'il va passer de l'état 1 à l'état 2? Et là, je te parle de choses que tu as forcément observées. Le passage de l'état 1 à l'état 2 se fait par plusieurs stades. Le tout premier stade que tu peux observer, mais il est très fin, on peut aussi le louper celui-ci, ça peut être un sous-état de la crise. Admettons que demain, près de chez toi, une tempête gigantesque arrive, tu es dans ton jardin, en train de faire ton barbecue, tu entends juste des oiseaux voler en groupe, ils fuient quelque chose. Sauf que pour toi, c'est juste des oiseaux qui passent. Tu sais pas qu'il y a une tempête ou un feu de forêt qui est juste derrière. Là, c'est pareil, cette espèce de petites mimiques, petits agacements qui sont les signes précurseurs de la catastrophe qui va arriver. Ça peut arriver, tu peux ne pas le voir, ou il peut aussi parfois ne pas y en avoir. Après ça, tu peux avoir tout à coup quelque chose d'étonnant. Il était bien, il était calme, elle était bien, et là, il devient extrêmement calme. Il devient très souriant, très avenant, il te pose des questions. Et tu sens, un peu comme dans un film d'horreur, que cet état-là de calme a quelque chose de flippant. Tu sais que ça va annoncer quelque chose de grave juste après. Tu peux être surpris de cette gentillesse soudaine, de cette déclaration d'amour, ou de toutes ces questions qui parlent de toi. Tu te dis, tiens, c'est marrant, ça lui ressemble pas trop. Arrivons à l'étape 3, c'est une transition radicale. On passe bien de la phase 1 à la phase 2, de calme à énervé. Et là, c'est comme une impulsion. Tu as affaire à une personne qui devient comme folle. Il était calme, il devient fou de rage. Elle était souriante, il y a des cris, des pleurs, des larmes, comme si elle pouvait même s'évanouir. Tu peux aussi avoir un discours qui est complètement incohérent, un discours qui peut être circulaire ou une salade de mots. Les phrases s'enchaînent, elle n'arrive absolument plus, ou il n'arrive plus à gérer son état émotionnel. Physiquement, tu vas l'observer devenir différent. Son physique change.
ses muscles deviennent rigides, les muscles de ses bras, de son ventre, même jusqu'aux muscles du visage. Tu peux voir les pupilles qui se dilatent, comme si l'œil devenait tout noir. C'est quelque chose qu'on m'a très souvent monté et que j'ai vu également. Tu peux avoir l'impression de voir le diable comme si son visage se déformait, tous ses muscles viennent se contracter avec ses yeux noirs. Je suis persuadé d'une chose, lorsqu'on parle dans les films d'horreur ou dans les contes du diable, c'est que c'est ce genre de personnes qui ont été observées et qui ont fait peur et que c'est relaté depuis des centaines ou des milliers d'années. On parle de ça parce que ce sont ces gens-là. Tu as l'impression que son visage n'est même plus exactement le même qu'avant. Cette personne peut aussi parfois baver. Le plus impressionnant, ce sont ses yeux qui viennent complètement noirs et ce visage qui change. Dans tous les cas, pour celui qui observe ça, toi en l'occurrence, il y a quelque chose d'assez perturbant parce que la tempête, elle est là, maintenant, et t'es dedans. Et tu te dis tout d'un coup, à qui j'ai affaire? Je pensais connaître cette personne, c'est censé être l'amour de ma vie par exemple, et tu sais plus du tout qui c'est. Tu prends sur toi, tu demandes, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Ma chérie, j'arrive pas à comprendre. Tu es dans l'incompréhension la plus totale, et comme ça a pu être déclenché sur n'importe quoi auparavant, même sur quelque chose d'imaginaire, t'en viens par la suite, parce qu'il y a quelque chose de traumatisant à vivre, à voir ce genre de choses. Tu peux en arriver par la suite à marcher sur des œufs, à te dire, de temps en temps, quand je dis quelque chose qui n'est même pas méchant, même quelque chose de gentil, l'autre peut devenir dingue, donc j'ai intérêt à faire gaffe à tout ce que je dis par la suite. Et j'ai des clients, j'ai des gens qui me relatent d'avoir passé des années de leur vie à marcher sur des œufs, à se comporter en ne disant rien, en ne faisant absolument rien de bizarre, pour pas que cet état puisse arriver, parce qu'à la base, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que cet état intervenait. Mais si tu comprends bien, mieux maintenant, l'état du pervers narcissique, tu dois comprendre que cette chose-là arrivera avec toi ou sans toi, qui que soit la personne en face de lui, ce genre d'état de crise arrivera. Tu n'es pas responsable de ça, quoi que tu aies dit ou quoi que tu aies fait. Le plus bizarre là-dedans, c'est que si jamais tu en parles à tes amis, tu ne seras pas cru. Il y a quelques minutes de ça, tu es en train de dîner chez tes amis, en couple, ça se passait bien. Tu arrives dans la voiture, cette crise gigantesque, cette personne se transforme, tu as affaire à un monstre. Si tu en parlais à tes amis avec qui tu avais dîné juste avant, ils te diraient, ben non, c'est pas possible, ton mari, ton copain était juste adorable, il nous a fait rire toute la soirée, t'es sûr que tu te trompes pas? Et puis ils vont même te dire des phrases comme... Parfois, les disputes de couple, ça arrive. C'est pas si grave que ça. On passe tous par ça. Sauf qu'ils ne savent pas à quel point cette dispute-là n'a rien à voir avec une dispute classique. Ça n'a absolument rien à voir. Tu es en train de voir le diable. Au moment où ça se calme, que ce soit au bout de quelques minutes, quelques heures ou quelques mois, quand on reparle, tu as une espèce d'impression bizarre. Déjà, il va te dire, c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Même si le déclencheur était quelque chose de positif. Même si tu l'avais invité au restaurant. C'est toi qui auras toujours déclenché ça dans ce qu'il va te dire. Et le plus étrange, c'est cette espèce d'impression qu'il n'a plus de souvenir de ça. Dans la majorité des cas, ça s'accompagne par une forme de perte de mémoire temporaire. C'est-à-dire qu'ils ont souvenir qu'il y a une petite embrouille, mais rien de plus. Et toi, t'en sors tout seul, traumatisé par ce que tu viens de vivre. Tout d'un coup, en plus, pour attraper le coup, ils vont te bombarder d'amour pour que tu reviennes. Et ils vont te refaire la même chose juste un peu après. Et c'est ce qui explique que si jamais tu es une personne qui est plutôt optimiste et positive, tu vas te baser uniquement sur les promesses d'amour qui arrivent après, en te disant c'est pas très grave, il était fatigué, il était faible, il savait pas ce qu'il faisait, je le pardonne. Et tu peux rester des années dedans en gardant dans ta tête que le positif et en omettant toute la partie négative de ces crises, qui sont au passage extrêmement traumatisantes. Si tu fréquentes une personne qui est perverse narcissique, tu auras forcément ces changements de comportement, ces dérégulations émotionnelles. Et je te recommande fortement de ne pas traîner avec quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions, que ce soit personne perverse, narcissique ou pas. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéresse. Et je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse, narcissique ou pas ?» Et il y a un lien pour m'appeler. Salut à tous, bye.